Bienvenue sur le Synrise Podcast. Je m'appelle Noé, j'ai 16 ans et j'ai une certitude. L'âge n'a jamais été une excuse pour ne pas construire quelque chose de grand. J'ai créé ce podcast pour une raison simple, te donner toutes les clés du succès. Ici, j'interviewe ceux qui font, les entrepreneurs qui osent, les personnalités qui inspirent. Si tu es un entrepreneur ambitieux, déterminé à avoir un vrai impact, tu es au bon endroit. Tu écoutes Synrise, le podcast qui te donne toute l'inspiration et les conseils dont tu as besoin pour réussir. Je te souhaite un bon épisode et c'est parti. Bonjour, je suis Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne et je suis sur Synrise pour parler, pour échanger, parler entrepreneuriat, parler aventure, parler de la vie. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui sur Synrise, le podcast qui donne aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs les clés pour réussir et bâtir quelque chose de grand. Pour cette interview, on reviendra évidemment rapidement sur votre parcours, mais j'aimerais aussi me concentrer sur des questions très concrètes et très actionnables, parce que c'est ça aussi le but, c'est de donner aux gens qui nous écoutent les clés pour agir directement sur ce qu'ils apprennent après ce podcast. Et parce que je sais aussi que pour vous, c'est important de créer du lien avec la jeunesse. Je commence donc par présenter rapidement votre parcours. Vous êtes président de la région Bretagne depuis 2017. Engagé dès 18 ans en politique à l'IFRE, vous avez été maire puis vice-président avant de succéder à Jean-Yves Le Drian. Vous avez été réélu en 2021 et vous êtes le plus jeune président de région en France. Vous êtes aussi l'auteur du livre Le Souffle Breton et décoré du Mérite agricole. La question que j'aime beaucoup poser à mes invités en début de podcast, quand vous aviez 16 ans comme moi aujourd'hui, est-ce que vous vous sentiez déjà destiné à avoir de grandes responsabilités ? De grandes responsabilités, oui, mais dans ma commune à l'époque, parce que j'avais l'honneur à 16 ans d'être président d'une asso qui s'appelait Pourquoi pas, à l'IFRE, là où j'habitais, qui m'a emmené d'ailleurs dans cette aventure politique indirectement, puisque quelques années après, le maire de l'époque m'a proposé de rentrer au conseil municipal, et d'être président d'association, c'est déjà en soi prendre des responsabilités et participer à changer le monde. Très bien, vous dites que vous aviez déjà des responsabilités dès l'âge de 16 ans. Quel a été le déclic pour vous, le moment où vous vous êtes dit « je veux avoir un vrai impact, je veux faire évoluer les choses » ? C'est un parcours. Quand on est président d'asso jeune, on entraîne des hommes et des femmes avec soi pour un but, le but de l'association en question. Puis après, quand vous êtes dans une équipe municipale, vous voyez un collectif au service d'une ville, d'un territoire où on a la chance de vivre quand on est élu local. Et finalement, président de région, c'est la même chose, c'est servir la Bretagne, servir un bout de la France, et donc servir la France. Tout cela est quelque part une envie d'être au service, une envie de participer à l'aventure. La vie, c'est des hommes et des femmes qui sont en interaction, et avoir l'honneur de prendre un bout de responsabilité là-dedans, ça m'a toujours motivé. D'accord, donc c'est servir les autres qui vous a motivé. Peut-être aussi que c'est votre entourage. Je suis tombé sur une citation de votre grand-père qui disait « Ce qu'il me manque, c'est le pouvoir de changer les choses et le pouvoir, ce sont les politiques qui l'ont. » C'est peut-être votre entourage aussi qui vous a donné cette envie de vous engager. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs que votre entourage vous a transmises ? Merci de citer effectivement mon grand-père, Victor Girard, qui a été président d'association lui-même et qui effectivement m'avait cité cet exemple qui montrait combien il fallait être en capacité de décider. Décider, c'est pas comme crier tout seul dans le vide ou se défouler sur les réseaux sociaux. Décider, c'est assumer de prendre des responsabilités. Vous avez cité mon grand-père, je vais forcément citer ma maman qui a participé à me forger, à assumer être responsable, d'être quelque part poli, ce qui n'est quand même la moindre des choses dans la société dans laquelle on est, puis qui m'a donné l'occasion de prendre des responsabilités tôt, quand on est en études et qu'on dit tiens on va s'embarquer dans une aventure d'être président d'asso ou conseiller municipal, il vaut mieux avoir un entourage solide. Puis après c'est les rencontres de la vie, c'est les échanges avec celles et ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de construire ce petit trajet au service, encore une fois, de l'intérêt général. Très bien, merci beaucoup. À 16 ans, vous l'avez dit, vous créez votre première association qui s'appelait Pourquoi pas. Et à 18 ans, vous devenez conseiller municipal. Comment est-ce qu'on encaisse une telle responsabilité si jeune ? Conseiller municipal, c'était la suite logique en quelque sorte. Effectivement, à l'époque, j'étais très impressionné, et c'est impressionnant de rentrer au conseil municipal d'une commune avec les autres élus, avec le maire, les adjoints. Et moi, j'étais à ma place un peu observateur et puis un peu responsable de quelques dossiers que le maire voulait bien me confier.
C'est une chance et un honneur. Et ce double sentiment d'avoir de la chance et d'avoir l'honneur de servir m'habite encore aujourd'hui. Et surtout, comment est-ce que vous faisiez aussi pour vous faire respecter dans un milieu où certains étaient déjà là depuis très longtemps? Le travail, l'effort. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Quand on est jeune, quand on n'a pas encore les années qui permettent de dire qu'on vaut quelque chose, il n'y a que le travail et l'effort pour pouvoir construire une vision, pour pouvoir s'exprimer, comme vous le faites d'ailleurs, correctement, de pouvoir être entendu et de pouvoir donc participer à l'échange. Il n'y a que deux manières de faire. C'est soit la bagarre, le coup de gourdin, c'est pas vraiment ce qui est le plus pertinent à mon sens dans la démocratie, ou la force du verbe, la force de l'entraînement. Et on est capable de le faire dans une entreprise, on est capable de le faire dans une association, on est capable de le faire entre amis quand on débat le week-end ou en soirée, et on est capable de le faire dans la démocratie, dans un hémicycle, dans un conseil municipal. D'accord, donc la clé de votre réussite, c'est aussi le travail, l'acharnement aussi de toujours essayer d'arriver à ses fins. C'est ça aussi qui vous a... Je considère que c'est effectivement comme le sport de haut niveau. Oui. Il faut s'entraîner, il faut travailler, Exactement. il faut de l'effort. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur des jours où ça va moins bien. Il faut que les mauvaises nouvelles vous transpercent un peu, mais sans vous faire souffrir. Et être capable le lendemain matin de continuer. C'est pareil dans la vie de l'entreprise, c'est pareil dans la vie de l'association, c'est pareil dans notre vie. La chance que l'on a quand on est en responsabilité, c'est qu'on a un moteur puissant, c'est l'envie de faire changer les choses. Tout à fait. Après des études à l'université de Rennes et un stage à New York, vous intégrez un groupe bancaire. Expliquez-nous un petit peu ce moment de votre vie et qu'est-ce que vous retenez de ce passage? D'abord un métier passionnant. J'ai eu la chance de faire un parcours d'une dizaine d'années dans une grande banque, le Crédit Lyonnais devenu LCL. J'ai parcouru la trajectoire classique à cette époque-là. J'étais gestionnaire de compte, j'étais chargé d'affaires, j'ai fait analyste crédit, puis responsable de clientèle. C'était passionnant, ça m'a appris énormément. Et puis c'est encore une fois, à mon sens, une partie importante de ma vie que d'avoir travaillé en entreprise et d'être en disponibilité de cette entreprise, ce qui m'offre une liberté considérable dans ma vie d'élu. Et puis je pense aussi que ce passage en banque, ça vous a beaucoup aidé à comprendre les enjeux économiques, financiers d'aujourd'hui en tant que président de la région Bretagne. Oui, la banque est un secteur exigeant, avec des risques qu'il faut mesurer, qu'il faut calculer. Et je trouve que c'est important de montrer que ces filières-là font partie de notre économie et elles financent l'économie, les banques, pour faire en sorte d'investir, de préparer l'avenir. C'est important d'en tenir compte. Et quelques réflexes que j'ai pu acquérir dans mon métier de l'époque, je les utilise encore aujourd'hui dans ma vie d'élu. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir, après 10 ans, vers le secteur de la politique? Je n'ai pas quitté finalement la politique, puisque lorsque j'étais à la banque, j'étais à côté adjoint au maire. Ah Et d'accord. même à la fin, j'étais maire et responsable de clientèle dans la banque dans laquelle j'étais. En jonglant avec les agendas, en jonglant avec la capacité de poser des demi-journées ou des moments pour pouvoir gérer mon mandat de maire. Il faut savoir qu'en France, les conseillers municipaux, les adjoints au maire, les maires, dans la majorité des villes, et notamment les villes de moins de 5000 habitants ou de moins de 10 000 habitants, sont obligés d'avoir un métier à côté. Parce que le mandat d'élu ne permet pas seul de vivre. Donc j'ai vécu une dizaine d'années comme ça, avec un mandat d'élu, un engagement citoyen, et un boulot pour travailler, pour vivre, mais aussi un boulot passion, parce que c'est important de tirer un plaisir de son travail. Tout à fait. Et comment vous faisiez pour à la fois gérer toute une commune, donc des milliers d'habitants, et à la fois gérer votre travail à la banque? Comment vous faisiez pour vous organiser entre toutes ces activités? C'est d'abord la passion, de donner beaucoup de temps, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande de la confiance. De la confiance de l'équipe avec laquelle je travaillais à la banque, parce qu'effectivement, il y avait des moments où j'étais un peu moins disponible que d'autres, et il fallait quand même que je fasse mes résultats, que je fasse mes objectifs, parce que légitimement, le directeur commercial, il attendait que je fasse les mêmes résultats que les autres. J'avais le même salaire que les autres. Et puis, côté mairie, j'avais des adjoints, j'avais un directeur général, des équipes autour de moi. Et être patron d'une collectivité, être maire, c'est être chef d'orchestre, c'est emmener l'équipe, c'est pas tout faire tout seul. Et vous ne réussissez que si vous avez une équipe en qui vous avez confiance et qui vous fait confiance. Pendant ma préparation de l'interview, j'ai lu une anecdote sur votre parcours. Vous aviez 30 ans, vous étiez maire de Liffré,
Jean-Yves Le Drian, vous accompagnez Jean-Yves Le Drian à Tokyo pour rencontrer les dirigeants du groupe japonais Canon. Et vous avez dit à ce sujet, une citation qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, je pars au Japon pour une demi-heure et cette demi-heure à Tokyo va changer ma vie. Racontez-moi cette demi-heure. Écoutez, d'abord, c'est la genèse de ce déplacement. Moi, j'étais maire de Liffré, j'avais effectivement 30 ans. Il y a Canon à Liffré, qui est une entreprise très importante. Et j'apprends que le président de la région, que je ne connaissais pas, Jean-Yves Le Drian, allait tous les ans au Japon voir des entreprises japonaises présentes en Bretagne. Donc, je demande à l'accompagner. La première année, j'ai un refus. Et l'année suivante, il me propose de l'accompagner pour cette célèbre demi-heure. Je pars à Tokyo tout seul, sur 3 jours de RTT à l'époque. Et effectivement, le soir, après la visite Canon qui dure une demi-heure, très impressionnante pour moi, dans cet immeuble impressionnant du groupe Canon à Tokyo, impressionné par le patron de Canon, impressionné par Jean-Yves Le Drian, j'écoute tout cela religieusement, j'ai le droit de prononcer 2 phrases, où j'ai bafouillé que j'étais fier d'être là et que j'étais fier de représenter quelque part les salariés de Canon à Liffré. Le soir, à l'hôtel, on prend un verre avec Jean-Yves Le Drian. Dans un bar de Shinjuku, qui est un quartier de Tokyo. Et puis on échange et on se rend compte que lui aussi avait été maire jeune à Lorient, que moi j'étais maire relativement jeune à Liffré, et on sympathise. Voilà. Et la soirée se termine, et le lendemain, lui prend un train pour aller à Kyoto, et moi je reprends un avion pour rentrer en Europe. Puis quelques mois après, il me propose, par un coup de fil, de l'accompagner dans l'aventure régionale. Voilà. C'est là où je dis que par moment, une demi-heure peut changer la vie. Belle aventure, bravo. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'autre bout du monde? C'est la passion, j'imagine, la passion pour la politique, pour la Bretagne. Non, c'est d'abord défendre les emplois des ouvriers, des ouvrières de Canon Liffré. D'accord. Celles et ceux qui travaillent dur à Liffré, dans cette usine dont on est fier, pour produire des produits qui servent notre vie de tous les jours. Et j'avais qu'une trouille à l'époque, c'est que cette entreprise décide peut-être d'aller ailleurs. Vous savez combien les entreprises vivent des moments compliqués et par moments font des choix. Et je voulais défendre les hommes et les femmes, les salariés de Canon, qui font partie de Liffré, qui font partie de la qualité de vie que l'on a à Liffré. Donc mon déplacement, c'est pas pour la politique ou ma carrière, c'est pour défendre ces emplois et dire à Canon, à Tokyo, je suis un jeune maire, mais j'aime les entreprises et on est content de vous avoir à Liffré. Et on est en 2025, ils sont encore là. C'est pas que grâce à moi, c'est d'abord grâce à eux, mais c'est un travail collectif et je suis heureux encore une fois d'avoir modestement participé à ça. On voit encore une fois votre persévérance pour permettre aux gens de Liffré à l'époque de maintenir leur emploi et de garder Canon à Liffré. Donc bravo. Pour mieux comprendre votre rôle en tant que président de la région Bretagne, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est d'abord l'honneur de servir ce territoire. La Bretagne est une région en Europe qui marque. D'abord, elle donne un visage à l'Europe. Si vous enlevez la Bretagne à la carte européenne, on ne reconnaît plus l'Europe. Donc la Bretagne donne un visage à l'Union européenne. J'étais hier à Bruxelles pour parler avec une trentaine de régions européennes des 27 pays de l'Union. Quand vous dites Bretagne, vous savez où c'est. Je ne dis pas que les collègues de Finlande, de Roumanie, d'Espagne, de Portugal qui étaient là, je n'avais aucune idée forcément d'où était leur région. J'avais regardé un peu. Mais la Bretagne, on sait où c'est. Être président de la Bretagne, c'est déjà un honneur. Puis ensuite, c'est d'emmener cette Bretagne dans l'avenir. On est dans un monde de chaos, on est dans un monde de péril, on est dans un monde où il y a beaucoup de choix à assumer pour assurer notre avenir, pour faire en sorte que des jeunes gens comme vous puissent dans 5 ans, dans 10 ans, prendre les rênes d'entreprises, d'associations, de territoires pour préparer l'avenir. Et donc, il ne faut pas perdre de temps. Et assumer des choix dans la période, c'est compliqué. Et mon rôle, c'est de proposer un chemin. Je propose un chemin pour l'avenir de la Bretagne et j'emmène avec moi une équipe, j'emmène avec moi une majorité, j'emmène avec moi, je l'espère, les hommes et les femmes de Bretagne. Et ça ressemble à quoi donc une semaine type pour vous? Il n'y a pas vraiment de semaine type, il y a quelques points temps. obligatoires. Le lundi, généralement, je rencontre mon exécutif, les vice-présidentes et les vice-présidents. Je fais un point avec la direction générale de cette maison. La région Bretagne, c'est 2 milliards de budget, c'est 4000 agents. Donc il faut faire en sorte que cette grande maison tourne bien, que les services publics que nous assumons fonctionnent bien. Les trains, les cars, les services des canaux, les services des ports, des aéroports, et puis l'ensemble des actions que l'on mène depuis l'université, la formation des chômeurs, jusqu'à l'innovation et l'accompagnement économique, tout cela doit fonctionner correctement, assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Et puis ensuite, il y a une autre partie de mon agenda qui permet de répondre aux crises, de répondre aux moments un peu particuliers dans lesquels on doit prendre des décisions.
Et c'est pas forcément d'ailleurs des moments compliqués et difficiles, ça peut être aussi des opportunités pour l'avenir, des capacités de rencontrer un acteur qui, à un moment donné, cherche à positionner son entreprise quelque part en Europe et de pouvoir lui dire c'est en Bretagne que tu vas venir parce que c'est là qu'il se passe des choses pour l'avenir, dans la cybersécurité, dans l'économie maritime ou dans le spatial. Voilà, donc la Bretagne, c'est tout un ensemble de choses, mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'on vive bien ici, c'est qu'on vive heureux en Bretagne, c'est qu'on soit fiers de vivre ensemble avec une qualité de vie qui, à mon sens, fait partie des plus belles qualités de vie du monde. Tout à fait d'accord. Vous parlez d'énormément de domaines, d'économie, d'innovation, agriculture, la culture bretonne aussi. Vous avez énormément de sujets à traiter. Quels sont les 3 grands défis ou enjeux que vous affrontez en ce moment? Vous avez 16 ans, je crois que les grands défis qui sont devant nous, c'est d'abord l'énergie, d'être capable de produire une énergie qui ne vienne pas intoxiquer notre planète, qui ne vienne pas changer le climat encore plus qu'il ne change aujourd'hui. Donc c'est la première responsabilité de l'ensemble de la société, de penser l'énergie de demain, d'être capable de se dire que quand on bouge, quand on travaille, quand on vit, on n'abîme pas notre avenir. Ça, c'est un premier enjeu. On peut y ajouter les autres limites planétaires sur l'eau, sur la capacité d'avoir une terre qui n'est pas polluée ou la capacité de continuer à se nourrir. Tout cela est très important, mais le premier enjeu, c'est l'énergie. Le deuxième sujet, c'est pour nous Bretons, notre mission, c'est la souveraineté alimentaire. Nous nourrir. On est 450 millions d'Européens. 450 millions d'Européens qui ne doivent pas dépendre de puissances étrangères pour nous nourrir. 450 millions d'Européens, c'est 1 milliard de calories par jour. Et on ne peut pas dire aux Européens, tiens, on va manger un jour sur 2. Je pense que ça ne marchera pas. Donc, il faut nourrir. Nourrir et produire donc avec nos agriculteurs, avec nos marins-pêcheurs, et les accompagner. Parce qu'ils vivent des chocs très importants avec le changement climatique, avec les attentes des citoyens sur la pollution, les attentes des citoyens sur la qualité, les attentes des citoyens sur le prix des produits. Donc, deuxième sujet après l'énergie, c'est ce sujet effectivement de l'alimentation. Et puis le troisième, s'il faut en prendre que 3, j'ai envie de dire que c'est de vivre ensemble. Le projet de société, comment on vit ensemble en Europe, comment on vit ensemble en France, comment on vit ensemble en Bretagne. En Bretagne, à mon sens, c'est la culture. Se dire qu'on est de quelque part, on est breton. C'est pas rien d'être breton. On n'est pas forcément né en Bretagne, mais on devient breton parce qu'on est là, qu'on vit ensemble, qu'on sent qu'on est de cette terre. Et on est donc dans un lieu qui nous donne une responsabilité de participer à une aventure. Avec le sport en Bretagne, avec la culture en Bretagne, avec cette manière de vivre dans un territoire extraordinaire. Ces 3 points-là, si on les a en tête, on peut proposer un chemin pour l'avenir. Petite pause rapide. Si ce que tu entends te donne envie de bouger, de créer et de passer à l'action, alors partage cet épisode à un ami qui veut lui aussi construire quelque chose de grand. Et si tu veux vraiment aller plus loin, pense à t'abonner parce que Synrise n'est pas juste un podcast, c'est la plateforme et la communauté des entrepreneurs ambitieux. Vous êtes aussi en lien permanent avec des élus, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, plein d'autres acteurs. Comment est-ce qu'on navigue dans un monde où on est en relation avec des élus, tout type d'acteurs? D'abord, il faut se parler. C'est important. Si on ne se parle pas, on ne se comprend pas. Un agriculteur, il a une mission, c'est de produire des aliments en étant capable d'en tirer un revenu pour vivre et en n'abîmant pas l'avenir de son exploitation et donc de la planète. Quand on discute avec un maire, il doit trouver des équilibres pour loger les habitants, pour faire en sorte qu'on vive bien dans une ville, que les équilibres soient respectés. Quand on rencontre un citoyen, il peut avoir encore d'autres attentes pour pouvoir se soigner, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se déplacer. Et à chaque fois, il faut comprendre que les attentes de chaque acteur de la société peuvent être différents. Et pourtant, on doit représenter l'intérêt général. Et pourtant, on doit être capable de dire, voilà un chemin, et on va tous faire des efforts pour rentrer dans ce chemin. Quand on parle d'éoliennes en mer, quand on parle de sortir des pesticides, quand on dit qu'il va falloir prendre plus de transports en commun, ça change la vie. Ça change positivement pour certains, mais c'est des chocs pour d'autres. Donc il faut, l'intérêt général, c'est de dire, voilà, quel est le chemin que l'on propose et comment on protège nos citoyens. C'est ça que j'essaie de faire. Et la responsabilité qui est la mienne, c'est de parler à tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, d'essayer de les convaincre. Et puis quand on n'est pas d'accord, de trouver une manière de décider. Voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner dans une démocratie. Vous le disiez aussi tout à l'heure, l'un des enjeux principaux auxquels vous devez faire face, c'est nourrir, mais pas seulement la Bretagne, pas seulement la France, mais aussi tous les habitants en Europe. Vous touchez donc plusieurs milliers de personnes, et parfois plusieurs millions.
pareil que vos décisions, j'aimerais donc parler maintenant de prise de décision. Comment est-ce que vous faites, vous, pour prendre des bonnes décisions? D'abord, je les prends rarement tout seul. Il arrive que je sois obligé de décider seul en mon âme et conscience sur un sujet, mais pour l'essentiel des décisions, ça se décide en équipe. Parce qu'il y a des vice-présidents, parce qu'il y a des élus à mes côtés qui participent à la réflexion. Et pour beaucoup des décisions, elles sont prises dans un cadre général qui est notre projet, le projet pour l'avenir de la Bretagne, et on décide de manière collective. Et de temps en temps, il faut décider effectivement seul, parce qu'il faut que le président prenne ses responsabilités. Est-ce qu'on va assumer de mettre des éoliennes en mer? Est-ce qu'on va assumer de dire que nous voulons acheter des trains, par exemple, pour servir toute la Bretagne, alors que ça dépense énormément d'argent public? Est-ce qu'on décide des choix pour l'avenir de la pêche ou de l'agriculture? Il faut, avant de décider, écouter. Il faut travailler, il faut comprendre les mécaniques. Et pas seulement faire une phrase, pas seulement dire qu'on a une intuition. Ça ne marche pas comme ça, la décision. Il faut lire les rapports, les dossiers, les notes pour bien comprendre le problème. Et après, avec ce que l'on est, avec l'histoire que l'on a, avec les idées et les valeurs que l'on porte, faire un choix. Et l'assumer. Et l'assumer dans le temps. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne doute pas. Je doute beaucoup. Mais une fois qu'on décide, il faut dire aux citoyens, voilà vers quoi je vous emmène. Voilà vers quoi je veux aller. Et l'assumer devant tout le monde. Très bien, je trouve que c'est tout à fait clair ce que vous dites. C'est très bien d'avoir des personnes autour de soi aussi pour avoir des points de vue différents. J'ai lu un livre il y a pas longtemps sur la prise de décision, une partie de la prise de décision. C'est un livre sur les biais cognitifs Ouais. qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours. Mhm. Donc les biais cognitifs, ce sont des erreurs de jugement quand notre cerveau nous joue des tours, tout simplement. Et ces biais cognitifs impactent énormément la prise de décision, ça biaise notre jugement. Donc, est-ce que vous essayez, vous aussi, de vous détacher au maximum de ces biais cognitifs? Oui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on a beaucoup de pièges par la vie que l'on a, par le milieu dans lequel nous baignons les uns les autres, nos familles, nos amis. On a des manières de penser qui sont un peu automatiques au bout d'un moment. Et si on n'y prend pas garde, eh ben, les décisions que l'on prend, elles sont un peu automatisées avec les biais cognitifs que vous venez d'évoquer. Donc il faut là aussi de la discipline. Il faut un travail pour pouvoir de temps en temps sortir du cadre, sortir de sa manière de penser pour essayer de réfléchir plus loin que sa propre réflexion du moment. Assumer de se dire qu'il faut se bousculer un peu. C'est un sport, c'est un travail, c'est une discipline, encore une fois, qui est importante et qui malheureusement en ce moment dans la vie politique française n'est pas assez prise en compte. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous fait, vous, en tant que président de la région Bretagne, vous lever le matin avec cette envie d'agir et de faire évoluer les choses? Encore une fois, l'envie de participer à l'aventure, l'aventure humaine, l'aventure de celles et ceux qui vivent avec moi en Europe. Je suis un Européen convaincu, nous sommes dans un monde dangereux, avec le retour des empires, avec aux États-Unis un Trump qui nous bouscule quand même au niveau de ses décisions, de sa manière d'être, de sa manière de dire qu'il veut prendre le monde comme étant son jardin. D'avoir de l'autre côté un Poutine qui fait la guerre à une partie des Européens que sont les Ukrainiens, ça trouble quand même. Et donc de pouvoir prendre des responsabilités dans une région, au service des citoyens, et se dire qu'on peut participer à équilibrer un petit bout du monde, participer à calmer un peu les tensions dans lesquelles nous sommes tous et toutes, c'est un honneur et une fierté. Donc quand je me lève le matin, j'ai qu'une hâte, c'est de me remettre à la tâche, de me remettre au travail, parce que j'ai l'honneur d'avoir un petit bout de ma vie qui est consacré aux citoyens. Un mandat, c'est 6 ans. 6 ans pendant lesquels les citoyens me disent « tu as le droit de décider ». On te donne notre confiance pour décider. Et bien tous les jours, j'essaye d'être à la hauteur de la confiance que les Bretonnes et les Bretons m'ont donnée. Vous parlez aussi beaucoup d'incertitudes, Trump, Poutine, etc. Quand on est jeune aujourd'hui, on nous parle aussi beaucoup d'incertitudes, de crise climatique, de défis aussi de l'intelligence artificielle, de tensions économiques, etc. Vous qui voyez ces transformations à grande échelle, quelles sont les compétences qu'un jeune doit absolument acquérir pour non pas subir l'avenir, mais plutôt le construire? La première des choses qu'il faut avoir et que vous devez cultiver à tout prix, c'est l'esprit critique. L'esprit critique. Ne pas avaler ce qu'on vous donne naturellement.
C'était déjà le cas lorsque j'avais 16 ans. Il y avait pas Internet, il n'y avait pas les chaînes qu'il y a aujourd'hui, mais déjà à l'époque, on nous disait de faire attention à ce qu'on nous montre à la télé. C'est pareil aujourd'hui. Vous devez critiquer, vous devez questionner. Est-ce que l'image que vous voyez, elle est vraie? Est-ce que ce que vous dit un homme politique ou un youtubeur sur les réseaux, est-ce que c'est vrai? C'est important. Et si nos jeunes gens d'aujourd'hui, qui sont les citoyens de demain, n'ont pas cet esprit critique, alors on va se faire avaler par la machine. La deuxième chose, c'est d'avoir confiance en la science. Et la science n'est pas une opinion. Si les scientifiques, tous ensemble, disent que le climat se modifie, il faut les croire. Ce sont des scientifiques. La science n'est pas, encore une fois, une opinion. Et si on accepte que la science est une donnée, alors il y a des choix que nous devons faire. C'est pas nous enlever de la liberté, c'est nous donner de la liberté parce que nous avons donc de fait la connaissance qui nous permet d'avancer. Puis la troisième chose, c'est d'oser l'aventure, comme vous le faites avec Synrise. D'oser l'aventure, de prendre des risques, de s'engager. Vous êtes lycéen, étudiant, et en même temps vous donnez du temps pour cette aventure. C'est un courage, c'est un engagement, c'est une forme d'entrepreneuriat. Et ben, il faut finalement l'encourager et dire que c'est comme ça qu'on peut changer le monde demain. Et vous parlez donc d'esprit critique, de croire en la science, et puis d'oser aussi, d'oser sortir de sa zone de confort aussi peut-être. Est-ce qu'il y a des moyens que vous connaissez très concrets pour les gens qui nous écoutent pour appliquer ces trois compétences-là? On peut le faire chaque jour. Quand on passe déjà notre vie à scroller, on peut déjà essayer de se dire, est-ce que ce que je vois là sous mes yeux, sous ma rétine, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On peut essayer de sortir un peu de ces écrans pour essayer de lire d'autres choses. La presse payante, c'est, à mon sens, une fenêtre d'informations qui sont sourcées, qui sont vérifiables. C'est à la base de notre démocratie. Alors ça coûte cher, mais quelquefois, vu l'argent que l'on peut mettre dans McDo ou dans des commandes Internet, on peut peut-être de temps en temps s'acheter, pas tous les jours, mais de temps en temps, un journal, une revue, pour essayer de se dire, tiens, je vais regarder un truc qui vient pas par un algorithme qui me le met sous les yeux, mais parce que j'ouvre un journal ou j'ouvre une revue qui va m'apprendre d'autres choses. Cette discipline-là, j'essaye de l'avoir moi aussi, en lisant des journaux de toute opinion, de toute ligne éditoriale, qui permettent de se questionner. Et puis, prendre des décisions, c'est assumer de donner son opinion. Et ça, c'est très important. Y compris entre amis, on est dans un moment là où plus personne n'ose donner son opinion, parce qu'on a peur de s'engueuler, tous. On peut s'engueuler avec méthode, comme je dis en Bretagne. On peut se dire qu'on n'est pas d'accord sans se mettre un coup de gourdin, ou sans dire on se verra plus jamais parce qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas de mon bord politique. Ça n'empêche pas de bonnes discussions, et puis d'autres moments, de prendre du plaisir ensemble, sans avoir envie de constater qu'on est en désaccord sur certains aspects. Il faut se décomplexer par rapport à ça. On est dans une démocratie, c'est une chance extraordinaire. Personne n'est en danger sur ses idées. On n'est pas en danger sur ses idées. On est même protégé sur ses idées, sur ses religions, sur ses orientations sexuelles, pour pouvoir vivre sereinement, tranquillement. Donc, que chacun prenne sa petite part de responsabilité. N'attendons pas de Paris ou d'un futur président de la République qui trouve les solutions. Prenons chacun un petit bout de responsabilité et le monde déjà ira beaucoup mieux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'aimerais maintenant raconter une anecdote. Quand je vous ai proposé de venir sur mon podcast Synrise, c'était à la fin d'une conférence sur le Forum économique breton. Vous aviez un timing assez serré, car vous aviez rendez-vous avec François Pinault. Ouais. Ça m'a marqué car je me suis rendu compte que vous rencontrez énormément de personnes très influentes et très inspirantes. J'aimerais donc vous demander quelle a été la personne qui vous a le plus marqué et pourquoi. Bon, dans les 4 dernières semaines, vous en faites partie, puisque vous avez eu cette audace de dire « Tiens, est-ce que je peux vous arrêter? Vous avez l'air pressé, mais est-ce qu'on peut discuter ?» Et vous m'avez proposé cette interview. Et j'ai trouvé que c'était courageux, et vous avez attiré mon attention avec votre punchline que vous aviez manifestement travaillé. Et on s'est arrêté, on a discuté, et on est là face à face aujourd'hui. C'est ça la vie. C'est des petites opportunités, c'est des rencontres, c'est des regards, et c'est quelquefois 30 secondes qui permettent d'attirer l'attention. Donc il n'y a pas de différence, à mon sens, entre le rendez-vous que je peux avoir avec un monsieur Pinault, un homme très respectable et qui a beaucoup aidé la Bretagne et dont on est fier, et un acteur comme vous, au service finalement aussi de la Bretagne, de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie dans ma tête. Tout le monde est important et mérite un petit moment d'attention. Bien, merci beaucoup.
Si vous pouviez passer une journée avec une personne, vivante ou pas d'ailleurs, pour échanger, pour apprendre, pour être inspiré, qui choisiriez-vous et pourquoi? Dans le moment dans lequel nous sommes, on regarde la gravité de la situation, j'aurais envie de dire Simone Veil. Ok. Parce que c'est une femme qui a vécu l'horreur des camps, c'est une femme qui a été présidente du Parlement européen, c'est une femme qui a été ministre et qui a fait beaucoup pour la cause des femmes. C'est une femme qui inspire, j'espère, encore beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Et quand on parle de liberté, quand on parle de capacité de débattre en démocratie, quand on parle d'universalisme, eh ben, je pense que de regarder le parcours d'une femme comme elle est inspirant. Donc, elle manque à la vie française, mais si j'avais quelques instants dans une fiction que vous venez de me proposer, j'aimerais bien effectivement discuter avec une femme comme elle. Tout à fait. Lors de cette conférence, donc sur le Forum économique breton, l'un des journalistes vous a posé une question que j'ai trouvée assez complexe. Quels sont vos conseils pour réussir à répondre comme vous l'avez fait, de manière claire et impactante? Vous aussi, vous pouvez poser des questions complexes. Ce qu'il faut, c'est d'abord écouter. D'abord écouter, parce que quelquefois, si on n'y prend pas garde, on répond de manière automatique sans avoir écouté la question. Donc c'est d'écouter la question, d'essayer de la décortiquer et puis de répondre le plus honnêtement possible, sans avoir peur de dire qu'on ne sait pas. Hier, j'avais une journaliste à Bruxelles qui m'a posé une question sur un sujet qui concerne l'Ukraine. Je n'avais pas la réponse et plutôt que d'inventer, je lui ai dit « Madame, je ne sais pas vous répondre, je vais me renseigner et je reviendrai vers vous ». Ça doit être ça aussi, l'honnêteté en politique. Tout à fait, donc faut accepter de dire qu'on ne sait pas. Et puis je pense aussi qu'il y a une grosse part de préparation aussi et d'expérience. Vous répondez énormément à tout type de questions, vous passez devant plein d'interviews, etc. Vous faites énormément de conférences, d'échanges avec des journalistes. Donc au bout d'un moment, peut-être que vous vous habituez aussi à répondre à des questions complexes comme celle-là. Oui, on s'habitue, mais il faut faire attention parce que c'est jamais anodin. D'abord, ça laisse des traces. On est filmé, on est enregistré, donc il faut faire attention aux mots que l'on prononce. Et il faut essayer toujours de se dire qu'on veut parler aux citoyens qui n'est pas tous les jours dans le sujet. Donc il ne faut pas rendre le sujet insipide. Il ne faut pas ne travailler qu'avec 100 mots ou 200 mots pour simplifier au maximum. Mais il faut essayer quand même d'être audible par celui ou celle qui regarde la vidéo ou qui écoute le podcast. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais passer maintenant à des petits challenges, comme je fais d'habitude sur mes podcasts. Je vais vous laisser tirer 2 cartes de votre choix et répondre aux questions qui y sont inscrites. Alors attention, hein. Hop. Un risque que vous avez pris et qui a payé. J'aurais bien pris le sujet de Tokyo, mais j'en ai déjà parlé. Je dirais d'avoir parié sur le fait de fibrer toutes les Bretonnes et les Bretons. J'en ai entendu Et parler. finalement, aujourd'hui, d'y arriver. Il y a 4 ou 5 ans, j'étais un peu tensé par certains de mes concurrents en disant que je n'y arriverais pas. Aujourd'hui, on se moque encore un peu, mais vu la vitesse à laquelle la fibre se déploie en Bretagne, je pense que je vais gagner mon pari dans quelques semaines. Et la deuxième? Une rencontre qui a changé quelque chose chez vous? Je dirais la rencontre avec le maire de Liffré à l'époque, quand j'étais jeune conseiller municipal. Il a été courageux de venir me proposer de rentrer dans son équipe. J'ai eu l'honneur, plus de 10 ans après, de lui succéder en tant que maire. C'est une rencontre importante et il faut faire confiance à nos jeunes. Il faut faire confiance à celles et ceux qui veulent prendre des responsabilités. Ce sont eux qui piloteront la suite du pays. Tout à fait. Je passe au challenge numéro 2. Je vais vous poser plusieurs questions à la suite et je vous laisse répondre par oui ou par non. Vous pouvez bien sûr utiliser un joker si vous ne voulez pas répondre. Est-ce que vous avez déjà douté de votre légitimité? Non. Est-ce Ce que qui ne veut pas dire que je ne doute pas. Est-ce qu'un jeune de 16 ans peut avoir autant d'impact qu'une personne de 40 ans? Oui, Est-ce que la Bretagne peut devenir un modèle national d'innovation? certainement. Est-ce que vous avez déjà eu envie de quitter la politique? Non, Est-ce qu'il vous arrive encore de stresser avant des prises de parole importantes? bien sûr. Est-ce que l'entrepreneuriat devrait être enseigné dès le collège au même titre que les maths et l'histoire? Oui, Est-ce que vous croyez à la capacité des jeunes à réinventer le système? profondément. Vous n'êtes pas obligé de répondre à celle-là, c'est plus pour la blague, mais est-ce que vous considérez que Nantes est en Bretagne? Bien entendu que Nantes est en Bretagne. Ok, vous avez répondu de la bonne manière. Je pense aussi. Vous disiez que la jeunesse peut réinventer le système.
Je vois souvent, notamment sur LinkedIn, énormément d'initiatives de jeunes. Je suis tombé, par exemple, sur un guide du jeune entrepreneur qui a été fait par 3 entrepreneurs entre 20 et 25 ans, il me semble. J'ai vu un post sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme celle-là? Toutes les initiatives sont intéressantes. Effectivement, LinkedIn permet de rencontrer des acteurs, de rencontrer des hommes et des femmes qui partagent leur expérience, de jeunes entrepreneurs pardon, qui ont osé, qui certains d'entre eux se sont plantés, qui se sont relevés, qui ont fait des erreurs, qui peuvent les partager, et ça permet de gagner du temps. Gagner du temps en confrontant les expériences, et en redisant encore une fois que oser n'empêche pas l'échec, mais oser permet la réussite. Et ce pays, il doit être fier de cette jeunesse qui est capable d'entreprendre, d'innover, de créer des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de vivre, avec les nouvelles manières de consommer, les nouvelles manières de se déplacer. Et encore une fois, cette conscience que le monde a changé. Donc moi, je suis enthousiaste pour l'avenir et j'ai confiance dans cette jeunesse. Tout à fait d'accord. Je vous propose un troisième challenge. Vous devez répondre par le meilleur ou le pire. Le meilleur livre que vous avez lu. Oh, il y a plein de livres qui m'ont marqué. Le dernier meilleur que j'ai lu, c'est le livre de Jean-Michel Dzian qui est sur Ernest Renan, un D'accord. géant oublié. Ernest Renan est un grand breton qui a travaillé sur la République, qui a travaillé aussi sur les religions, et notamment la religion catholique. C'est passionnant de le redécouvrir. Il était tréguier, moi je suis né à Lannion. Les Trégorois ont beaucoup inspiré le pays finalement. Donc vous le conseillez aux gens qui nous écoutent. Oui, c'est sorti il n'y a pas longtemps, ça parle d'un Breton qui a participé à l'histoire de notre République, qui a, dans son moment de vie, généré beaucoup de débats dans le pays à la fin du 19e, et c'est important de connaître l'histoire pour penser l'avenir. Et le pire livre donc, que vous avez lu. J'aurais dit celui de Monsieur Bardella, mais finalement je l'ai même pas. Et le meilleur conseil que vous avez lu, que vous avez reçu. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est encore une fois d'avoir l'envie de travailler, d'avoir l'envie de l'effort. C'est le meilleur conseil. L'effort est quelque chose qui par moments fait un peu mal, qui par moments nous embarrasse un peu ou nous fatigue un peu, mais c'est quand même par là qu'on peut y arriver, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et quel est le pire conseil donc, que vous avez reçu? Je les écoute pas, les pires conseils. Y a-t-il des pires conseils? Je pense que la personne qui vous livre un conseil croit en ce qu'il exprime. Après, ce qu'il faut, c'est avoir là aussi l'esprit critique. Et ne pas croire que quelqu'un que l'on admire, s'il vous dit quelque chose de complètement con, est quelque chose à écouter absolument. L'esprit critique et l'effort sont finalement les deux piliers de l'entrepreneuriat. Quelle est la meilleure chose qui revient dans votre journée que vous attendez avec impatience? Quand j'arrive dans ce bureau, je prends mon petit café du matin, c'est un moment plutôt agréable avant de m'embarquer dans l'aventure des rendez-vous. C'est pour lancer la journée. Quel est le moment que vous redoutez le plus et qui revient trop souvent à votre goût? Il n'y a aucun moment que je redoute, pour être très sincère avec vous. Après, le moment où on fait le point sur l'agenda avec mon équipe n'est pas le moment le plus rigolo parce que vous voyez la montagne de choses qui s'accumulent, la montagne de rendez-vous en retard, la montagne d'attentes de gens qui souhaitent que les rendez-vous s'organisent. C'est pas forcément le moment le plus rigolo, mais je ne l'appréhende pas, je l'assume parmi les autres tâches qui sont les miennes. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Vous à vous. avez donné énormément d'éléments pour les gens, les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent. Pour finir ce podcast, j'aimerais vous poser une dernière question. D'habitude, je demande à mes invités quels conseils ils veulent donner aux gens qui nous écoutent pour entreprendre et réussir. Mais j'ai choisi de changer un petit peu cette question pour vous. Monsieur le Président, si demain, tous vos discours, vos vidéos, vos posts sur les réseaux sociaux, vos conférences, votre livre, en résumé, si toute trace de vous était supprimée et qu'il vous restait seulement 30 secondes pour transmettre un dernier message, un conseil, une idée forte à vos enfants, aux Bretons, mais aussi au monde, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'il faut, encore une fois, beaucoup de courage, beaucoup d'enthousiasme et une vision pour l'avenir. Si on a ça et l'envie de débattre, l'envie d'échanger, alors on est capable de transformer la société tout en restant ce que nous sommes, la Bretagne. La Bretagne est un port d'attache extraordinaire qui permet beaucoup de choses. Prenons soin d'elle, mais prenons aussi soin de nous pour pouvoir aller vers l'aventure de demain. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet échange. Merci d'avoir accepté d'être venu sur mon podcast. Est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un pour prendre le relais
en tant qu'invité du podcast Synrise et surtout quelles questions vous voudriez lui poser? Je pense que dans les entrepreneurs du moment, il faut aller rencontrer nos jeunes agriculteurs ou nos jeunes marins-pêcheurs. Mm. Ce sont des entrepreneurs du vivant extraordinaires qui vivent des chocs considérables dans la société dans laquelle nous sommes, mais pourtant qui ont une tête sur les épaules et un courage considérable. Ce sont les entrepreneurs de demain, eux aussi. Donc allons les voir, allons échanger avec eux, comprenons leurs contraintes et je pense que le monde ira mieux. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode. Bravo à vous, vraiment. Merci d'avoir écouté cet épisode du Synrise Podcast jusqu'au bout. Et rappelle-toi, le succès, ce n'est pas un privilège, c'est un choix. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu as déjà fait le premier pas. Alors abonne-toi et laisse 5 étoiles à l'épisode s'il t'a plu. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration.